normal. Et voilà. Et donc, du coup, je laisse la parole à Josiane. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Ravie de vous retrouver à l'occasion de ces vœux 2023. Merci de vous être connectés pour ces vœux que nous avons fait le choix de réaliser en distanciel parce que c'est souvent beaucoup plus simple pour tous. Au nom de tout le conseil d'administration, je voudrais vous adresser tous mes vœux pour cette nouvelle année. Que cette année soit une année solidaire, une année territoriale et également une année responsable. Je crois que la crise que nous venons de traverser a montré un certain nombre de choses, et notamment le fait que les territoires avaient un pouvoir, avaient une force tout à fait incroyable. Et on a vu avec quelle agilité tous ont rebondi pour faire face à cette crise. Et j'appelle de mes voeux une grande loi de décentralisation, de déconcentration et aussi de simplification. Cette année, bien sûr, nous l'espérons tous positive en termes de développement local. Le développement local, c'est quelque chose que nous portons tous collectivement, qui vit parce que nous l'animons grâce à l'ingénierie, qui souffre, je le disais il y a peu de temps, de ne pas être porté avec autant d'ambition au national qu'au local. Nous voyons arriver une nouvelle génération de CRTE qui ont désormais changé de nom, puisque vous savez que maintenant, ils s'appelleront les contrats de réussite et de transition écologique. Je l'espère qu'ils seront un levier que nous attendons au niveau local en termes de développement. J'espère qu'ils prendront justement en compte ce besoin d'ingénierie. J'espère qu'ils prendront en compte la définition du projet de territoire tel que nous la concevons, c'est-à-dire un projet stratégique avec une vision à long terme, intégrée, partagée, que ces CRTE également seront évalués et qu'enfin, eh bien, leur mise en œuvre se fera dans la participation et la concertation. Nous avons deux autres outils qui surviennent ces jours-ci et qui vont tout à fait dans le sens de la vision que nous portons. D'une part, le fonds vert, qui vise tous les projets qui ont donc une orientation environnementale. Jusqu'à présent, nous avions assez peu de précisions concernant ces fonds verts. Nous allons en avoir dans les jours très prochains, puisque j'ai été conviée par le préfet dans mon département pour que nous puissions échanger sur ces fonds verts et justement quels sont les critères d'attribution de ces fonds verts. Et puis, le fonds de soutien à l'ingénierie. Le fonds vert, j'ai oublié de vous rappeler qu'il s'agit tout de même de 2 milliards d'euros. Alors, c'est beaucoup et pas beaucoup. Encore faut-il savoir exactement quels seront les critères d'attribution. Et puis, le fonds de soutien à l'ingénierie, vous savez que nous avons beaucoup milité en 2022 pour cet accompagnement au projet, pour cette animation avec un personnel dédié, puisque cette ingénierie demande des compétences multiples et spécifiques. Et nous avons été entendus, tout au moins dans un premier temps, par la Première ministre Elisabeth Borne, qui a annoncé un fonds de 250 millions d'euros pour accompagner ces projets. Et nous attendons des précisions quant au déploiement de ces fonds et comment ils seront également mis en œuvre. Donc, un certain nombre d'actions portées en 2022 qui me laissent penser que ANPP Territoire de Projet a tout à fait raison de porter cette vision du développement local qui nous est chère, encore en 2023. C'est donc à la fois confiante, mais aussi exigeante et constructive que nous aborderons cette nouvelle année. Je voudrais vous renouveler tous mes vœux et puis vous dire que, indépendamment effectivement du développement local ambitieux que nous espérons pour 2023, eh bien, je vous souhaite également beaucoup de bonheur personnel et de satisfaction à tous égards. Et je ne doute pas que nous aurons encore des moments très forts en 2023 comme nous l'avons eu en 2022. Je vous remercie beaucoup. Je vais laisser la parole à Michael qui va faire le lien avec l'intervention de M. Bourdin.
Et donc, pour cette heure et demie que nous allons avoir ensemble, nous avons sollicité, et merci à lui d'avoir accepté, Sébastien Bourdin, enseignant-chercheur Normandie Business School, sur les nouveaux enjeux et défis pour les territoires ruraux, donc en 2023, mais à l'avenir. Nous allons ensuite revivre pendant 5 minutes en fait, la vidéo des 25 ans de l'association. Ensuite, faire un point en fait, sur une rétrospective 2022, sur les temps forts qui ont pu séquencer en fait, l'activité de l'association. Présentation du programme de travail 2023. Un échange avec le bureau de l'NPP, donc du coup l'ensemble des 6 membres du bureau. Et en fait, nous avions la chance d'avoir Dominique Faure qui, au final, ce matin, nous a envoyé en fait une petite vidéo, une courte vidéo dédiée en fait aux adhérents en fait de la NPP. Et donc, du coup, nous vous la projetterons en clôture de ce temps. Et donc, on va laisser la parole à Sébastien, si vous le voulez bien. Bonjour, merci beaucoup. Du coup, vous passez les slides, c'est ça? Eh bien, écoutez, je suis votre Parfait. hôte, vous me dites. Allez, c'est parti. Alors, du coup, on m'a demandé de répondre à cette question. Quels nouveaux enjeux et défis pour les territoires ruraux? Et je vais d'ores et déjà donner mes 2 grandes réponses. Et puis, en conclusion de ma présentation, j'évoquerai aussi d'autres enjeux pour les territoires ruraux. Tout d'abord, merci de votre invitation et en particulier, merci à Madame la Présidente pour cette invitation. Je vais effectivement évoquer pendant une vingtaine de minutes ces 2 grands enjeux pour moi que sont ceux de la transition écologique et de l'économie circulaire. Slide suivante. Et pourquoi parler de ça? Tout simplement parce que aujourd'hui, nous sommes dans un contexte qui semble nous dépasser, celui du changement climatique, d'une part, et en lien avec ce changement climatique, la raréfaction de l'usage des ressources et des métaux rares dans le monde et des ressources non renouvelables. Il se trouve que sur les 50 dernières années, notre consommation d'énergie a été multipliée par 7. Et il se trouve que cette consommation d'énergie est essentiellement tirée et assouvie en quelque sorte par des énergies qui sont fossiles. Et de mon point de vue, il me semble que les territoires ruraux ont quelque chose à jouer sur cette question de la transition énergétique et de la lutte contre le changement climatique, parce que justement, on a un enjeu majeur qui est celui de retrouver ou de mettre en œuvre un développement territorial et un développement territorial dans les espaces ruraux. Slide suivante. Tout ça pour dire que effectivement la drogue c'est mal et qu'on est tous complètement addictifs au pétrole et que il y a qu'à regarder ce qui nous entoure, que ce soit notre ordinateur, notre téléphone portable, probablement la chaise sur laquelle on est assis et puis les véhicules qu'on utilise, etc., etc. Pour tout ça, on utilise des énergies fossiles. Et comme je l'évoquais juste avant, nous sommes complètement addicts, accros aujourd'hui à ces énergies fossiles. Et devant ce premier grand enjeu de la nécessité d'aller vers une transition énergétique, c'est-à-dire à la fois de passer de l'usage d'énergie, de la consommation d'énergie non renouvelable vers des énergies renouvelables, et par ailleurs aussi aller vers plus de sobriété énergétique, il me semble que les espaces ruraux, les territoires ruraux ont un rôle particulier à jouer et ont tout à fait d'ailleurs les ressources nécessaires pour pouvoir aller vers cette transition énergétique. Slide suivante. Ça, c'est un premier élément de contexte général. Et puis, le deuxième élément de contexte général qui est lié à cette question de la nécessité d'aller vers la transition énergétique et de lutter contre le changement climatique, c'est le fait que notre modèle actuel, il est basé sur le principe d'économie linéaire, c'est-à-dire qu'on extrait la matière première, on fabrique, on consomme, on jette. Et ça, depuis des siècles et des siècles, depuis toujours, notre économie est basée sur ce modèle-là. Mais ce modèle-là trouve des limites, puisqu'on ne peut plus extraire la matière première comme avant, parce que d'une, ça coûte très cher, et de deux, d'un point de vue environnemental,
c'est très délétère. Et puis d'autre part, parce que ces ressources qu'on extrait, comme je l'ai dit précédemment, elles sont non renouvelables et donc se pose la question de la raréfaction et du coût de l'extraction au final de ces matières premières qui ne va faire qu'augmenter dans le futur. Et puis par ailleurs, en bout de chaîne, on a donc cette question de la gestion des déchets. Et donc, pendant très longtemps, on a pensé notre économie comme une économie basée sur finalement l'idée que nos déchets étaient complètement illimités et ça ne posait pas de problème. Or, aujourd'hui, avec les enjeux du changement climatique et donc la question du développement durable, on voit bien aujourd'hui que produire des déchets n'est pas soutenable non plus. Et donc, c'est dans ce contexte que de plus en plus de politiques, et du coup, ça va à la slide suivante, proposent d'aller vers l'économie circulaire. Alors, quelques politiques, on va dire, à l'échelle française, mais pas seulement. L'Europe pousse depuis plusieurs années maintenant à aller vers l'économie circulaire, et puis certains pays, bien avant la France, ont poussé vers le modèle d'économie circulaire. Je pense par exemple à la Chine, puisque la première loi sur la transition énergétique et l'économie circulaire date de 2003 en Chine, alors qu'en France, elle date de 2015. Donc, on n'est pas en avance par rapport à d'autres pays. Et donc, il y a un vrai enjeu, encore une fois, pour les territoires ruraux, à s'approprier à la fois la question de la transition énergétique et d'autre part celui de l'économie circulaire, car ça peut à la fois être pourvoyeur d'emplois et puis d'une manière plus générale participer au développement économique et à l'attractivité de ces territoires-là. Alors, l'économie circulaire, elle a été définie par l'ADEME, hein, mais c'est vraiment l'idée de dire de passer d'un modèle d'économie linéaire à un modèle d'économie circulaire où on cherche à réutiliser, recycler et donc à réemployer également et à essayer finalement de trouver des nouvelles façons de produire et de consommer les services et les biens dans notre économie. Alors, il y a plusieurs formes d'économie circulaire. Je ne vais pas détailler ici, je n'ai pas le temps, mais avec des chercheurs de AgroParisTech et puis des chercheurs de l'Université de Rouen, on s'est un petit peu amusé à regarder et à étudier plus précisément des modèles d'économie circulaire qui avaient été mis en place par des territoires, qu'ils soient urbains ou ruraux. Et on s'est vite fait aperçu que ces modèles d'économie circulaire étaient tout à fait adaptés pour les territoires ruraux et d'ailleurs avaient créé des dynamiques très intéressantes en termes de développement économique. Et puis, il faut savoir aussi, en complément, que bien évidemment, derrière ces modèles d'économie circulaire, c'est aussi des nouvelles façons de penser notre économie pour qu'elle soit beaucoup plus collaborative. Et il me semble aussi là qu'il y a un terreau fertile dans les espaces ruraux pour repenser une économie beaucoup plus collaborative. Slide suivante. Alors, un bon exemple qui lie l'économie circulaire et la transition énergétique, c'est bien évidemment celui de la méthanisation. Alors là, j'ai pris l'exemple de l'Orne, c'est un département que je connais bien et j'ai pas mal travaillé sur la question de la méthanisation en France, que j'ai dirigé plusieurs projets de recherche sur ces questions. Et donc, l'idée de ces projets de recherche était d'analyser quels étaient les freins et les leviers au déploiement de la méthanisation dans les territoires, en particulier les espaces ruraux. Et donc, de mon point de vue, il me semble que la méthanisation est une des solutions possibles que l'on pourrait déployer dans les territoires ruraux. Et d'ailleurs, ces méthaniseurs sont en train de pousser un petit peu partout. Et qui adresserait à la fois la question de la transition énergétique et aussi la question de l'économie circulaire, puisque, hop, slide suivante, si on revient sur la question de la méthanisation, on est bien dans un principe d'économie circulaire puisqu'on récupère des déchets qui peuvent être des déchets issus de l'agriculture, des déchets issus des déchets verts en général, tonte de pelouse, etc., mais aussi des déchets issus de la restauration et des collectivités.
Et donc, tous ces déchets, on les met dans un méthaniseur. Et avec ce méthaniseur, et par un processus de digestion anaérobie, on va pouvoir produire en cogénération de l'électricité et de la chaleur, ou bien du biogaz. Cette électricité, cette chaleur, on va pouvoir s'en servir pour chauffer des bâtiments municipaux, mais aussi les bâtiments agricoles et industriels, voire des habitations, et puis aussi pour éclairer ces mêmes bâtiments. Et puis le biogaz, on peut s'en servir pour le réinjecter directement dans le réseau de gaz, une fois épuré, ou bien pour faire fonctionner des véhicules qui rouleraient ou qui roulent au biométhane. Et on est vraiment dans cette économie circulaire, puisque là, le déchet devient une ressource pour produire un nouveau produit, là qui prend la forme d'une énergie. Et on est vraiment dans l'économie circulaire jusqu'au bout, puisque en fait, les déchets issus du processus de digestion anaérobie, qui s'appelle le digestat, peut servir de compostage ou être épandu directement et donc servir de fertilisant naturel. Donc là, on voit bien qu'avec cet exemple court, dont on pourra discuter, et notamment sur les questions d'acceptabilité sociale, que j'ai beaucoup travaillé dans mes projets de recherche, eh bien, on voit que c'est un bon moyen aussi d'aller vers cette transition énergétique et l'économie circulaire, et que les territoires ruraux, dans ce cadre-là, sont particulièrement bien placés. Et d'ailleurs, dans nos projets de recherche, on a beaucoup travaillé avec des élus locaux sur le déploiement de ces projets-là, en analysant effectivement qu'est-ce qui posait problème dans le déploiement, et puis aussi quelles étaient les solutions possibles à mettre en œuvre pour pouvoir faire en sorte que ces digesteurs soient à la fois acceptés par la population, et puis soient aussi générateurs de développement économique et de plus grande sobriété énergétique au niveau local. Slide suivante. Bien évidemment, là, comme je l'évoquais juste avant, la transition écologique, c'est bien de la pousser. Et effectivement, je pense que c'est vers ça qu'il faut aller, compte tenu des grands enjeux du changement climatique et de ce que nous dit le GIEC. Pour information, pour rappel, le GIEC, si je devais résumer en quelques images ce qu'il nous dit, et le dernier rapport qu'il a rédigé, il fait à peu près plus de 1000 pages. Si je devais le résumer, en gros, c'est comme si on était dans une voiture sur l'autoroute en 5e vitesse, qu'il y avait un mur au loin qui s'approchait, et on découvrait qu'il y avait une 6e vitesse sur la voiture, et hop, on passait à 6e vitesse, on accélérait. On accélérait vers le mur, alors qu'il faudrait plutôt décélérer, voire prendre la prochaine sortie d'autoroute pour aller vers une autre direction. Cette autre direction, ça peut être l'économie circulaire, ça peut être la transition énergétique. Mais en gros, ce que nous dit le GIEC, c'est qu'on n'est pas tellement bien parti pour aller dans ce sens-là. Ou en tout cas, on ne le fera pas suffisamment vite. Donc, il y a beaucoup de chances pour qu'on se prenne le mur. Ça, c'est ce que nous dit le GIEC. Et c'est pour ça qu'il faut, donc ça c'est le petit résumé de ce que nous dit le GIEC, et donc c'est pour ça que effectivement cette transition écologique, elle est indispensable, mais elle aussi pas évidente. Et j'ai rencontré de nombreux élus politiques au niveau local et des agriculteurs qui ont été très rapidement confrontés à cette question de l'acceptabilité sociale, qui est un enjeu majeur. Et d'ailleurs, beaucoup d'élus locaux, et à juste titre, me disaient finalement, on produit l'énergie dans les territoires ruraux qui vont essentiellement servir les territoires plutôt urbains et densément peuplés. Et finalement, c'est les territoires ruraux qui vont avoir toutes les externalités négatives, donc les impacts négatifs sur le paysage et autres. Et puis, c'est les espaces urbains plutôt qui vont bénéficier en grande partie de ces infrastructures. Alors, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet, et d'ailleurs la réponse est très complexe, et on est loin du simple effet NIMBY, not in my backyard. En gros, quand on analyse au doigt mouillé, on pourrait dire en fait les citoyens ils sont pas d'accord parce que c'est proche de chez eux. Ce n'est pas tout à fait ça, et nos études montrent que certes c'est un paramètre, la proximité à ces infrastructures qui peut poser problème, mais il y a bien d'autres paramètres comme ceux qui sont liés à la concertation et à la dimension projet de territoire qu'on ne retrouve pas forcément dans tous les projets qu'on a pu suivre. Et donc de ce point de vue-là, l'élu politique, en tout cas au niveau local, joue un rôle majeur.
Et j'avais même lu dans un article scientifique publié par des anglo-saxons le phénomène NINMEI, Not in my electoral year. Et dans cet article, en gros, le chercheur expliquait que parfois les élus politiques, lorsqu'ils n'arrivaient pas à pousser ou ne portaient pas suffisamment ou ne co-portaient pas suffisamment ce type de projet, et ben souvent ces projets étaient abandonnés ou ne voyaient pas le jour. Donc c'est vrai qu'aussi, dans ce cadre-là, le rôle de l'élu politique est fondamental. Et dans tous les cas, il y a vraiment un enjeu important pour les territoires ruraux à la fois mettre en œuvre cette transition écologique et cette économie circulaire parce qu'elle peut être source de développement économique, mais ça doit être aussi une transition écologique et une économie circulaire qui doit être maîtrisée et donc qui doit être vraiment portée par les territoires. Slide suivante. Et du coup, ça tombe très bien, puisque donc Madame la Présidente l'a rappelé dans son discours introductif, aujourd'hui, il existe de nombreuses façons de faire financer ces projets de territoire, le CRTE, le Fonds vert qui vient d'être créé, et puis d'une manière générale, on a le gros pacte vert qui est un gros package financier que Ursula von der Leyen a mis sur la table, à table et à disposition des entreprises, mais aussi des territoires. Et donc, de ce point de vue-là, pour avoir suivi aussi pas mal de projets de territoire partout en Europe, en Roumanie, Pologne, Italie, etc., je m'aperçois que, malheureusement, mais du coup, ça peut être aussi ça peut être aussi une manière de se dire, allez, il faut qu'on se bouge. Malheureusement, les territoires français ne sont pas, les collectivités françaises et les territoires, en général, les Français ne sont pas les meilleurs pour aller mobiliser ces fonds européens, alors que d'autres sont très experts, je pense à Pologne, Roumanie, qui sont très experts pour aller mobiliser ces fonds européens et pour financer des projets de territoire. Et donc, il ne faut pas du tout être pessimiste et je suis assez convaincu que avec la nouvelle façon dont ce pacte vert a été mis en place, avec des efforts de simplicité de montage dans les dossiers, on peut espérer que davantage de collectivités et de territoires de projets puissent porter et puissent demander ces fonds européens qui sont effectivement disponibles et qui, s'ils ne sont pas dépensés par des Français, seront sans nul doute dépensés par d'autres territoires en Europe. Donc, en gros, pour résumer, il y a effectivement une grosse manne financière, en particulier côté européen, parce que Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, pousse pour financer ces projets. Mais encore faut-il aller les chercher. Et il me semble qu'il y a un gros effort à faire de ce côté-là, en tout cas en France en général. Slide suivante. Donc, en termes de conclusion, je voulais quand même aussi parler de cette caricature que j'ai trouvée il n'y a pas longtemps dans Le Monde, mais qui est extrêmement juste, en fait, cette caricature. Bien évidemment, on pousse à la méthanisation, on pousse à la transition énergétique et au Mexique, on a poussé pour un plus grand usage du bioéthanol, par exemple. Le problème aujourd'hui, c'est que, par exemple, pour le bioéthanol, pour le fabriquer, on cultive du maïs en grande partie, en tout cas c'est ce qui est le plus rentable d'un point de vue énergétique, production énergétique. Mais ce que nous dit aussi les rapports du GIEC et puis les rapports de l'OCDE et d'autres organismes internationaux, c'est qu'aujourd'hui on est 8 milliards d'habitants et on sera 10 milliards en 2070-80. Et donc, ces territoires ruraux, ils sont confrontés non seulement à la nécessité d'aller vers la transition énergétique, mais aussi à nourrir la planète, sachant qu'on sera 2 milliards d'habitants en plus et que nos besoins vont ne faire qu'augmenter puisque les revenus des habitants augmentent et donc les besoins, par exemple, en consommation de viande et d'autres produits alimentaires devraient également augmenter. Donc voilà, la question c'est, il est où, en anglais on dit the trade-off entre transition énergétique et alimenter la planète. Donc voilà, il y a un gros enjeu aussi, à mon avis, autour de cette question-là. Et puis pour terminer,
Voilà, quand on dit un geste pour sauver la planète, moi, j'aime pas trop cette expression sauver la planète. Je préfère sauver l'homme sur la planète parce que l'Homo sapiens existait, pardon, la planète existait avant que l'Homo sapiens soit dessus. L'Homo sapiens est arrivé, il est globalement en train de détruire la planète, et une fois que l'Homo sapiens aura disparu de la planète continuera de vivre. Donc la question, c'est pas de sauver la planète, mais c'est plutôt de sauver l'homme sur la planète. Donc pour sauver l'homme sur la planète, il est nécessaire de construire un environnement qui soit le plus durable possible. Et encore une fois, je pense que c'est à l'échelle locale, et ça fait la transition vers la slide suivante, c'est vraiment à l'échelle locale qu'on va trouver des réponses à des problèmes qui sont mondiaux. Et là, c'est caricatulaire. Elle nous dit, moi, je veux bien couper ma clim pour sauver le monde, mais si je suis le seul à le faire, oui, que ce serait injuste que je sois le premier à crever de chaud. C'est à peu près la société dans laquelle on est. C'est une société relativement individualiste où finalement, on regarde l'autre. Bon, il ne fait pas grand-chose pour changer les choses. Donc, je vois pourquoi je suis le premier à le faire. Et donc, l'idée d'aller vers des vrais projets de territoire, c'est de se dire on ne va pas toujours regarder ce que font les autres, on va plutôt regarder ce qu'on a sur notre territoire et on va essayer de trouver des réponses locales à des problèmes qui peuvent être soit globaux ou soit locaux. Et enfin, pour terminer, et c'est ma dernière slide, il y a encore d'autres défis à surmonter au-delà de celui du changement climatique et d'aller vers la transition énergétique. Le premier, de mon point de vue, c'est le fait qu'aujourd'hui, on a un Français sur 3 qui est rural, en quelque sorte. Et donc, ça pose beaucoup de questions sur la fermeture des services publics dans les territoires ruraux. On est aujourd'hui dans un mode de fonctionnement qui n'est pas spécifique à la France, mais dans lequel les pays développés, économie de marché, ont tendance à chercher de plus en plus l'efficacité des services publics et donc à fermer des écoles, fermer la poste, fermer des services publics en tout genre lorsqu'on n'atteint pas certains seuils. Or, fermer des services publics, en particulier dans les territoires ruraux, puisque c'est ce qui se passe, c'est oublier qu'un Français sur 3 habite dans ces territoires ruraux. Donc pour moi, il y a un premier gros enjeu à remettre le rural au centre du débat politique en général, parce que le rural, c'est pas seulement, comme on pourrait le voir dans les imaginaires, 3 pelés, un tondu. Voilà, c'est beaucoup plus que ça. Deuxième enjeu, des classes populaires surreprésentées. Les agriculteurs exploitants ne représentent plus que 5% des actifs dans les territoires ruraux. Et dans ces territoires ruraux, on recense 32% d'ouvriers. Donc, on a des classes populaires qui sont surreprésentées. Et là aussi, dans les territoires ruraux, il y a un gros enjeu autour de cette classe moyenne qui habite dans ces territoires ruraux et qui a aussi besoin de ces services publics et aussi besoin probablement de solidarité. Et donc, encore une fois, se pose la question du rôle de l'État et des territoires de projet pour favoriser à la fois cette mixité sociale et puis cette solidarité entre les habitants. Troisième enjeu, jeunes ruraux, qui sont-ils et surtout, où sont-ils ? Et malheureusement, il se trouve qu'on observe de plus en plus un exode rural, ou en tout cas un exode rural de ces jeunes qui souhaitent de moins en moins habiter dans les territoires ruraux et qui préfèrent quitter ces territoires ruraux pour aller travailler dans les métropoles une fois diplômés. Donc, un autre gros enjeu pour moi est celui de l'attractivité des territoires ruraux pour les jeunes et sous quelles conditions et comment pouvoir rendre ces territoires ruraux plus attractifs pour les jeunes. Quatrième point, la place prépondérante de la voiture. Cet enjeu, il est important pour moi et donc, bien évidemment, il interroge la question des mobilités dans les territoires ruraux. Le Yaka Faucon, mettre en place des transports publics dans les territoires ruraux, c'est beaucoup plus complexe que ça ne l'est dans les territoires plus urbains et dans les métropoles. Et donc, se pose aussi la question d'alternatives ou de comment faire pour
toujours dans cette dynamique de lutter contre le changement climatique et d'adresser les questions de développement durable, ou quelle place laisser à la voiture dans les territoires ruraux, et donc interroger de manière générale les mobilités dans les territoires ruraux. Cinquième enjeu, donc avant-dernier pour moi, je pense, de mon point de vue, le changement de regard sur les territoires ruraux. La Covid-19 a montré que les Français s'étaient découvert une sorte de goût pour la campagne, et qu'on avait un vrai essor de l'image des territoires ruraux comme des territoires où il y a une très bonne qualité de vie, où il est agréable de vivre. Et il me semble que justement, ça peut être un point important sur lequel il faut surfer en quelque sorte pour continuer de travailler sur cette image des territoires ruraux, et pour surtout mettre en évidence la qualité de vie qu'on peut y retrouver et qu'on ne retrouve pas forcément dans les territoires métropolitains. Et puis pour terminer, l'immobilier rural, les choix ciblés des citadins. La Covid-19 a rebattu les cartes de la géographie immobilière en France, et pas seulement qu'en France d'ailleurs. Et donc, là aussi, il y a un enjeu important sur la redynamisation de ces territoires ruraux, et de la gestion de ce parc immobilier dans les territoires ruraux, qui est aussi un parc immobilier assez particulier, avec parfois de la vacance immobilière, mais aussi beaucoup de résidences secondaires, et puis des habitations qui peuvent être parfois assez anciennes. Et donc, voilà, quel enjeu aussi sur la question de l'habitat pour les territoires ruraux. Voilà, j'en ai terminé pour ma présentation. Merci de votre attention, et puis je suis disponible pour toutes vos questions. Merci beaucoup pour tous ces éléments très intéressants qui effectivement nous renvoient au quotidien des problèmes que nous rencontrons dans les territoires ruraux. Simplement, je vais me permettre de vous poser une ou deux petites questions concernant la méthanisation, parce qu'il se trouve que je suis en zone d'élevage, en plein cœur du Charolais-Brionnais, et nous avons vécu, en lien avec le changement climatique d'ailleurs, 3 sécheresses extrêmement importantes. Et lorsque ces sécheresses intervenaient, puisque nous en avons déjà eu par le passé moins fréquents, moins conséquents. Josiane, tu as coupé ton micro. Pardon, mince. Et vous m'avez perdu depuis un petit moment? Non, pas depuis très longtemps. Ouais. D'accord. Et donc, nos éleveurs avaient l'habitude d'aller acheter des fourrages, et notamment de la paille. Et en fait, nous nous sommes aperçus que sur les 3 dernières sécheresses, eh bien, du fait de la méthanisation, il y avait un déséquilibre, si vous voulez, qui s'était créé au niveau de la filière. Et en fait, notamment la paille avait augmenté de façon très, très importante, parce qu'en fait, vous évoquiez que ces méthaniseurs étaient alimentés par des déchets. Oui, bien évidemment, que ce soit les déchets de la restauration, des collectivités ou fumier. Sauf qu'en pleine période d'été, eh bien, nous n'avons pas, comme en Italie, des ateliers d'engraissement. Et en fait, il n'y a pas de fumier. Et pour faire tourner les méthaniseurs, eh bien, les agriculteurs mettent de la paille et même parfois du foin. Et en fait, nous nous sommes retrouvés avec une augmentation très, très importante du coût de cette matière, qui était pourtant indispensable, si vous voulez, pour passer cet épisode de sécheresse. Donc, je voulais vous entendre sur ce risque, en fait, de déstabiliser un petit peu ce qui existe actuellement. Revenir sur ce que vous évoquiez concernant les éoliennes. Alors, nous venons de voter à l'Assemblée nationale la loi pour favoriser le développement des énergies renouvelables. Et c'est vrai que nous avons un vrai problème en territoires ruraux avec les éoliennes, parce que vous le disiez justement, pendant le Covid, nous avons vu énormément d'urbains qui ont fait le choix de revenir en milieu rural parce qu'il y a une qualité de vie, parce qu'il y a de l'espace, etc. Et c'est très mal vécu localement, parce que les habitants de ma circonscription, qui est extrêmement, enfin les maires sont extrêmement sollicités, vraiment, c'est pratiquement du harcèlement, eh bien, ils considèrent qu'on va porter préjudice à ces paysages auxquels ils sont très attachés. Parce que, vous le disiez, on n'a plus de service public, mais les paysages, personne ne nous les a encore volés. Et là, on a l'impression, enfin, les habitants de ma circonscription ont l'impression qu'on va leur voler. Et puis, vous le disiez également, je crois que la vraie problématique, certes, il y a cette nuisance
générés au niveau des paysages, parfois avec des proximités de 500 mètres, puisque la loi est ainsi. Mais surtout, les concitoyens ont l'impression que l'on va toujours passer en force et qu'il n'y a justement pas de concertation, ce qui fait que nous avons des recours interminables. Et aujourd'hui, pour ressortir un projet éolien, il faut 6 ans, voire 10 ans. C'est la raison pour laquelle, dans le texte de loi que nous avons étudié, il était évoqué qu'en fait, on puisse nous-mêmes décider où nous voudrions et où nous ne voudrions pas, surtout, des éoliennes, de façon à ce qu'il y ait moins de recours et que toutes les parties prenantes étant davantage en accord en amont, eh bien, le projet pourrait voir le jour plus rapidement. Et puis, j'ai une petite question sur les jeunes, parce que je suis également très inquiète par rapport aux jeunes en milieu ruraux. Effectivement, nous avons besoin de cette population et aujourd'hui, elle quitte beaucoup les territoires. Donc, je voulais savoir, selon vous, qu'est-ce qui pourrait faire que la jeunesse demain reste dans nos territoires? Quand vous parlez d'attractivité pour la jeunesse, qu'en pensez-vous? Je vous remercie. Merci pour ces commentaires. Et donc, du coup, ça rejoint complètement la façon dont je travaille, je pense les choses. Et complètement d'accord sur la question de votre première intervention sur la méthanisation. On se rend bien compte, et c'est pour ça que du coup, c'est important de prôner une méthanisation qui soit raisonnée et pas un déploiement et à la fois soit anarchique ou soit trop important, parce que on pourrait avoir à terme, et ça serait un risque majeur, une concurrence sur les ressources. Et visiblement, ce que vous évoquiez dans votre exemple montre qu'on a déjà cette concurrence sur les ressources. Or, cette concurrence sur les ressources, elle pourrait générer des coûts supplémentaires pour les agriculteurs, alors même qu'un des objectifs de la méthanisation, ça peut être aussi de générer un revenu supplémentaire pour les agriculteurs. Donc, voilà, il y a quelques études aujourd'hui qui sont menées sur cette question de la gestion des ressources et la concurrence sur les ressources, et donc comment on peut essayer de trouver cet équilibre entre usage à des fins de production énergétique et puis usage à des fins de production, on va dire, plus classique agricole. Donc, très clairement d'accord avec vous sur ce premier point. Sur le deuxième point, les éoliennes, c'est un sujet qui est tendu depuis très, très longtemps. Ce n'est pas spécifique non plus à la France. Et il me semble que dans les projets que j'ai pu voir qui ont bien fonctionné en France ou à l'étranger, il y avait des logiques de compensation explicite qui avaient été mises en place au niveau local. Et c'est rarement le cas. Et du coup, on comprend à juste titre, et en tant que citoyen, je serais le premier à montrer au créneau si on installait une éolienne à côté de chez moi et on me disait que on me compenserait d'aucune façon ça, et que j'aurais juste à avoir les externalités négatives, et puis c'est tout. Donc là, il y a quand même quelques projets en France et puis à l'étranger qui sont assez modèles. Et l'ADEME, l'Agence de la transition en France, a pas mal travaillé sur des logiques de compensation. Et là où dans les territoires où on a mis ces logiques de compensation, qui peuvent prendre différentes formes, on trouvait une acceptabilité sociale beaucoup plus importante. Après, je suis aussi d'accord avec vous sur le fait que on a rarement de la concertation. C'est-à-dire que les porteurs de projets arrivent avec un projet quasiment complètement ficelé. Et puis, d'un point de vue légal, ils sont obligés de faire la concertation. Donc, on voit qu'ils sont obligés et ils le font, mais parce qu'ils y sont obligés. Et donc, ils convoquent les citoyens dans la réunion et ils disent, voilà, on va faire la concertation. Et en fait, ce n'est pas la concertation, mais c'est de l'information descendante où, en gros, on explique aux citoyens que voilà le projet, comment il va être, et que tout est déjà ficelé. Et donc, forcément, quand on est citoyen et qu'on se rend compte qu'on a invité une réunion de concertation et qu'au final, c'est juste de l'information descendante et qu'il n'y aura pas de possibilité de concerter et donc de faire évoluer le projet, forcément, on grogne. Et là encore, c'est tout à fait normal. Et en sciences et de sciences de l'environnement, on parle de justice environnementale, voilà, et on est en plein là-dedans. Donc, cette question de la concertation, elle doit vraiment être pensée, et ça ne doit pas être seulement de l'information descendante, mais une vraie concertation de territoire avec des possibilités de faire évoluer le projet de façon à ce qu'il réponde aux attentes tout simplement des citoyens.
Et puis sur le dernier point, la question des jeunes, la place des jeunes dans les territoires ruraux, hein, c'est un enjeu très très fort. Et je recommande la lecture d'un avis du Conseil économique, social et environnemental, justement sur la place des jeunes dans les territoires ruraux. Et voilà, eux, ce que met en place, ce que met en évidence le CESE, c'est la question des mobilités, des services et du marché du travail. Et donc comme des enjeux majeurs à adresser si on veut effectivement attirer les jeunes, mais ils mettent aussi en avant des atouts, ceux que j'ai un peu évoqués à la fin de ma présentation, sur la question de la qualité de vie et du bien-être. Et de ce point de vue-là, puisque de plus en plus de jeunes cherchent une meilleure qualité de vie et qu'ils la trouvent de moins en moins dans les métropoles parce que l'immobilier y est très cher, parce qu'il y a la pollution, parce que le temps de trajet pour aller du travail à son logement, c'est trop long, etc., etc. Du coup, c'est autant d'opportunités pour les territoires ruraux de mettre en avant les limites de vivre dans ces territoires métropolitains et de montrer aussi qu'il peut y avoir des complémentarités et surtout que les territoires ruraux sont bien placés pour faire en sorte qu'il y ait des nouvelles opportunités pour ces jeunes. Mais voilà, en tout cas, il y a un vrai enjeu en termes de marché du travail, mobilité et services. Et la bonne nouvelle, c'est aussi qu'on voit de plus en plus de création d'entreprises, de petites TPE, TPE-PME dans les territoires ruraux et que c'est autant d'opportunités pour nos jeunes d'aller travailler. Merci Sébastien pour ces questions. Il y en avait plusieurs en fait là dans le chat en fait, mais un terme qu'on n'a pas utilisé, qu'on a tous à l'esprit, le ZAN. Est-ce que du coup vous avez un peu pensé justement cette question? Il y a des questions de conflit d'usage évidemment sur les espaces. Et ensuite il y aura une question, alors ça c'est les deux questions de Gaëtan, conflit d'usage également entre énergie et alimentation, question d'Alain, président du PETR, et après on prendra la question d'Hubert. Salutations à toi et de Serge. Salut, Michael. Alors, la démarche zéro artificialisation nette, c'est un objectif fixé pour 2050. Donc, c'est bien que cet objectif il a été fixé là en 2022 parce que ça laisse aussi du temps au territoire pour pouvoir se retourner et puis essayer de réfléchir à la stratégie. Parce que là, on n'est pas surtout sur des stratégies de court terme, on est vraiment sur des stratégies de long terme qui vont impacter de manière très significative ces enjeux-là. Donc, voilà, l'idée, c'est de limiter au maximum l'extension des villes en limitant les constructions sur des espaces naturels ou agricoles. Maintenant, cette démarche ZAN, zéro artificialisation nette, elle pose aussi des enjeux d'un point de vue inégalité sociale. Et là, c'est tout simplement l'économiste qui parle, et c'est la loi de l'offre et la demande. C'est-à-dire que si on a moins de terres à artificialiser et qu'on a une demande qui est la même, donc si on a une offre qui est moins importante, mais une demande qui est la même, voire plus importante, et du coup, les prix vont augmenter. Donc, c'est les prix de quoi? C'est les prix du foncier. Et donc, cette loi zéro artificialisation nette qui, d'un point de vue environnemental, va dans le bon sens, puisque l'idée, c'est de limiter la construction sur les espaces naturels agricoles, d'un point de vue social, elle l'est beaucoup moins, parce que, justement, elle interroge la capacité des ménages qui, autrefois, avaient les moyens, mais demain n'auront plus les moyens de s'acheter un terrain parce que le prix du foncier sera forcément plus élevé, puisque l'offre en foncier sera beaucoup plus faible qu'elle ne l'est aujourd'hui. Donc, il y a quand même un enjeu important. Alors, cette loi zéro artificialisation nette, comme j'ai dit, ce n'est pas pour demain, mais par contre, dans les territoires ruraux, voilà, c'est aussi un enjeu fort qu'il va falloir adresser, probablement à l'échelle intercommunale, mais de manière très intelligente, pour faire en sorte que à la fois on travaille sur les enjeux environnementaux, mais aussi sur des enjeux sociaux qui visiblement n'ont pas forcément été pensés dans ce dispositif. Merci Sébastien. Hubert. Hop, voilà. Bonsoir à tous. Merci de me laisser la parole. Alors, je reviendrai un petit peu, moi, sur la méthanisation. Parce que, effectivement, je suis d'accord avec les propos de Sébastien Bourdin en disant qu'il y a, pour moi, deux types de méthanisation. Le premier type, c'est le type déchet, où, effectivement, ça peut apporter un plus
au niveau de l'agriculteur. Mais ce que l'on voit se développer, parce que je suis dans l'ouest de la France et notamment dans la Normandie, région d'élevage, région aussi de culture, avec le maïs pour alimenter les vaches laitières, et on voit qu'il se monte des grosses unités de méthanisation avec apport de fourrage dans le composteur. Alors aujourd'hui, nous avons doublé la valeur d'un hectare de maïs. Avant, nous avions quelques éleveurs qui achetaient du maïs pour compléter l'alimentation du bétail. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus l'acheter parce que nous avons donc doublé le prix du maïs sur pied. Derrière ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous avons bon nombre d'agriculteurs qui sont en train d'arrêter la production laitière. Ça veut dire qu'ils vont se mettre à cultiver et ils vont ne plus avoir de bétail. Derrière, ça veut dire que l'alimentation va être très chère et que tout le monde ne pourra plus se payer forcément le beefsteak ou autre pièce de viande qui va bien. Voilà, donc attention. Et le dernier point, il faut savoir que le digestat n'est pas aussi bon qu'on peut le croire, puisqu'il n'a plus de carbone et il neutralise la terre au fil du temps. Donc, je dirais attention à la méthanisation, oui, sur le type déchets, en petites unités, mais surtout pas en très grandes unités. Moi, je suis membre de la CDPENAF. Tous les mois, je vois dans le département de la Manche des grosses unités qui sont en train de se monter. Attention à ça. Et puis, vous avez parlé du monde rural, et il est vrai que le monde rural est indispensable. Il faut voir le travail qui est fait, le développement d'un pays, le développement des zones urbaines passe par le rural. Et il faut reconnaître la place du rural. Et moi, je pense que tout engagement mérite reconnaissance. Ça veut dire que l'État, il faut qu'il nous reconnaisse à notre propre valeur. Et ça veut dire que derrière, il faut des indemnisations nécessaires qui nous permettront peut-être de développer certaines autres activités pour aussi garder nos jeunes. Je pense que ça, c'est un point important. Et le dernier point, permettez-moi, les projets de territoire avec l'Europe, je suis profondément européen, c'est indispensable. On a de la chance, il y a des fonds européens, mais de grâce, simplifions les dossiers. Ce n'est pas au niveau de l'Europe qu'il faut les simplifier. Je pense que c'est plus au niveau de l'État français. Voilà ce que je dirais, mais merci des commentaires. Trois mini-réactions. La première, complètement d'accord avec vous, il faut vraiment que ce soit une méthanisation qui soit raisonnée. Et il ne me semble pas que les gros modèles de méthaniseurs soient ceux qu'il faille suivre. Et si on regarde ce qui a été fait en Allemagne, il ne me semble pas que ce soit vers ça qu'il faille qu'on aille. Sur la question du rôle du rural, bien évidemment, et donc ça veut dire aussi des logiques de compensation, donc là aussi complètement d'accord. Et pour terminer, oui, il y a eu des gros efforts de simplification au niveau de la Commission européenne, mais en France, on aime bien se rajouter des échelons administratifs et des dossiers administratifs. Et effectivement, c'est un problème en France qui n'est toujours pas résolu. Et donc, on tire à boulet rouge sur la Commission européenne en disant c'est pas simple, et puis les dossiers sont très compliqués à monter. Mais en fait, c'est en partie à cause de ce qu'on se rajoute à l'échelle française pour monter ces projets, malheureusement. Merci pour ce retour. Serge, si tu voulais prendre la parole en cours, s'il te plaît. Alors, je vais faire assez court. Donc, ça concerne la méthanisation. Donc, sur mon territoire, dans le centre de la France, donc je suis président d'un pays dans le centre de la France, on a 2 petits projets de méthasineurs qui doivent se lancer. Et à tort ou à raison, je ne sais pas, les 2 porteurs de projets vont jeter l'éponge, vont arrêter pour une raison bien simple. Ce n'est pas le manque de matière, puisqu'on a la matière, dans l'élevage, on a énormément de fumier à passer. C'est plutôt pour des recours sur recours et depuis 2 ans sans arrêt, particulièrement pour des gens qui sont en résidence secondaire dans le secteur. Et les porteurs de projets depuis 2 ans commencent à en avoir marre. Ils vont lancer, ils vont jeter l'éponge, c'est tout, quoi. C'est une constatation plus qu'une question, là. Oui, c'est un constat que j'ai effectivement vu dans plusieurs projets et c'est malheureux. Et en général, malheureusement, ces porteurs de projets ne sont pas complètement bien accompagnés par des… ils ne sont pas forcément super bien accompagnés, malheureusement, quoi, pour faire en sorte de favoriser cette acceptabilité. Merci pour ce témoignage. Philippe, aussi court, s'il te plaît. Très, très court. Je voulais juste vous dire que une des raisons principales et techniques
qui condamne certains méthaniseurs, c'est qu'il faut une certaine taille critique pour réinjecter sur le réseau gaz pour filtrer la production. Donc, en fait, mon conseil, c'est d'aller sur des toutes petites unités. Ça évite tout un tas de problèmes déjà. Et par contre, on ne peut pas réinjecter. Donc, je vous dis, réinjecter, c'est bénéficier d'un tarif de rachat. Ne pas réinjecter, c'est valoriser sur place. Et donc, on est dans une logique de circuit court. Donc, c'est ce seuil. Et une des raisons pour lesquelles c'est beaucoup plus développé en Allemagne, c'est qu'il y a moins de réinjection. Donc, il faut réutiliser en local. Voilà mon conseil. Il est tout simple, hein, et ça résout pas mal des questions qui ont été posées juste avant. Merci beaucoup, Philippe. Peut-être Isabelle, chargée de mission Conseil régional Grand Est. Voilà, je remets mon micro. Excusez-moi, moi, je voulais juste rebondir sur un propos de M. Bourdin qui disait en zone rurale, c'est plus facile de collaborer. Alors, moi, je ne suis pas toujours d'accord avec ça parce qu'en fait, dans les zones ultra-rurales comme celles qu'on connaît, notamment dans l'ex-Champagne-Ardenne, en fait, les gens sont éloignés les uns des autres, les activités sont atomisées. Et mettre en place des processus coopératifs, ce n'est pas si évident que ça. Alors que dans une grosse collectivité, dans une agglo, on dit allez hop, tout le monde est sur place, donc 3 jours après on organise une réunion. En zone rurale, c'est beaucoup plus difficile. D'où l'enjeu de Madame la Présidente, qu'évoquait Madame la Présidente tout à l'heure sur la nécessité des besoins en ingénierie. Parce que justement, mettre en place des processus coopératifs pour lutter contre la désertification des jeunes, l'habitat insalubre, etc., ça nécessite beaucoup de coopération entre acteurs publics et privés. Ça ne se fait pas en claquant des doigts. On n'a jamais eu autant de financement d'ingénierie depuis les CRTE. Pour autant, ce n'est pas tellement plus facile sur les territoires et on voit bien que la volonté de gouvernance ministérielle des dispositifs et des outils, ça ne fonctionne pas du tout puisqu'on continue à la fois au niveau de l'ingénierie à fonctionner en silo et à la fois au niveau des dispositifs à être dépendant des commissions de la DSIL, de la DETR, etc. Donc, je crois que là aussi, en termes d'ingénierie, il faudrait peut-être… là, il y a des gros besoins, c'est indéniable, notamment en milieu rural, mais peut-être faudrait-il réfléchir la manière dont on la mobilise, comment on la mobilise et de quelle… voilà, je pense qu'il faut là trouver les moyens, des nouvelles pistes en tout cas aussi de coopération pour l'ingénierie, puisque quand vous voyez qu'un PETR qui regroupe 3, 4, des fois plus communautés de communes et se retrouve avec 2 chargés de mission, enfin les pauvres, excusez-moi, c'est vraiment compliqué, quoi. Voilà, donc voilà, c'était juste un peu une petite réaction. Voilà. Oui, complètement d'accord. Hein. Rapidement, effectivement, on a des services dans les espaces métropolitains, dans les métropoles, on a plutôt des services entiers dédiés et qui sont des grosses machines de guerre qui peuvent facilement aussi monter des projets parce qu'il y a la quantité. Et puis voilà, c'est vrai que dans les territoires ruraux, les besoins d'ingénierie sont énormes et ne sont pas forcément à la hauteur de ce qu'on pourrait attendre. Et du coup, sur cette question du travail collaboratif, là, encore une fois, le rôle de l'élu local, il joue un rôle, pour moi, il est vraiment moteur dans le sens où c'est lui qui va mettre du liant, qui va mettre de l'huile dans les rouages pour faire en sorte que ça fonctionne. Alors, c'est pas lui qui a le rôle ultime, en tout cas, il joue un rôle important d'acteur intermédiaire en quelque sorte. Mais voilà, le collaboratif, ça ne se décrète pas malheureusement et voilà, ça demande en tout cas aussi de l'ingénierie qu'on n'a pas forcément et c'est effectivement parfois difficile dans les territoires ruraux. Je te rejoins Isabelle, je me permets par rapport justement à cette ingénierie, parce que tout le monde revendique avoir de l'ingénierie à toutes les échelles, tous les niveaux. En fait, celle qu'on met en avant, nous, c'est l'ingénierie du développement local et des transitions, mais également de la coopération avec 2 maîtrises particulières, qui est cette technique d'animation des réseaux et du local, mais également en fait cette approche qui est d'une ingénierie financière et qui en fait redonne du sens aux politiques publiques. C'est-à-dire qu'il y a une approche transversale entre les différents outils, que ce soit des dispositifs contractuels ou des outils réglementaires,
faire. Et en fait, c'est comment on arrive à faire récit sur le territoire au niveau local. Et donc, c'est cette ingénierie dont on a besoin pour justement qui est renforcer ce sentiment d'appropriation. J'avais juste une question à vous poser et avant, et en fait, on va réduire au niveau de la présentation de 3 petites choses. C'est que vous parliez d'acceptabilité sociale de la transition écologique. Alors, c'est un peu cynique comme terme, en fait, cette adaptabilité ou cette acceptabilité plutôt, parce qu'en fait, on connaît en fait la finalité, mais on n'en prend pas les trajectoires qui s'imposent à nous. Alors que, par exemple, le phénomène NIMBY que vous évoquiez, le second que je n'avais pas encore entendu, voilà, comment vous l'analysez ça, en fait, au niveau local, en fait, l'antagonisme entre les décisions prises et, en fait, la réalité dont on sait que tout le monde, en fait, on tend vers ça. C'est-à-dire que si on revient un peu à l'idée d'acceptabilité sociale, c'est le résultat d'un jugement collectif, d'une opinion collective à l'égard d'un projet, d'un plan ou d'une politique. Et donc, ce jugement, il peut être positif ou négatif. Et d'ailleurs, il n'est pas non plus figé dans le temps. Et on a fait une étude récente auprès de plus de 1000 Français sur quelques projets de territoire au niveau local dans la transition énergétique. Et on s'aperçoit que cette acceptabilité sociale, elle n'est pas non plus figée. Et donc, il y a la question de la temporalité qui joue beaucoup aussi. Et parfois, une fois que le projet est en marche et fonctionne, etc., on s'aperçoit que l'acceptabilité peut être beaucoup plus forte, alors que avant que le projet émerge, l'acceptabilité était très faible, voire nulle. Et donc, voilà, il n'y a pas non plus de déterminisme ni de fatalisme lorsqu'un projet éprouve des difficultés. Ouais, voilà ce que je pouvais dire par rapport à votre réponse, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est aujourd'hui fondamental si on veut comprendre comment mettre en œuvre cette transition énergétique et écologique. Et voilà, ça pose vraiment la question de intérêt individuel, intérêt singulier versus intérêt général, intérêt collectif. Merci. Josiane, tu avais une question pour... Oui, très sommairement, rebondir sur la notion d'ingénierie. Je pense qu'effectivement, nous en parlons depuis longtemps, mais elle n'a jamais été aussi importante qu'en ce moment, dans la mesure où, comme vous le disiez, nous sommes axés tout de même sur cette transition écologique, sur cette économie circulaire, et que forcément, pour atteindre ces objectifs de transition écologique et d'économie circulaire, il faut que nos concitoyens changent leur comportement. Or, pour changer les comportements, on sait que ça demande énormément de temps. Et cette ingénierie, elle sert à cela. Elle sert à expliquer et à faire en sorte que de quelque chose qui est à la base individuel devienne collectif. Et il faut absolument que les personnes comprennent pourquoi elles le font. Sinon, si quelqu'un ne comprend pas, imposer, ça ne fonctionne pas. On l'a vu à de multiples reprises sur d'autres thématiques. Pour changer un comportement, il faut que la personne ait compris pourquoi elle doit le faire. Donc, cet accompagnement, il me semble plus important que jamais. Je vous remercie. Sébastien, une micro-conclusion et en fait... juste pour conclure, effectivement, je pense que là, pour rejoindre les travaux de Madame la Présidente, l'ingénierie territoriale, c'est un levier essentiel de développement des petites villes et des ruralités. Et de ce point de vue, il me semble assez important qu'il y a des expertises et savoir-faire professionnels dont ont besoin les collectivités publiques et les territoires de projet, et qu'il faut effectivement investir là-dedans si on veut mettre de l'huile dans les rouages et aussi faciliter le travail des élus, parce qu'on leur demande beaucoup, mais ils n'ont pas toutes les connaissances et puis ils n'ont pas non plus tout le temps pour pouvoir agir sur tous les leviers, et donc d'où l'intérêt d'avoir ce type d'ingénierie. Ouais. Bonjour à toutes et bonjour à tous, chers amis. Je suis tout simplement désolée de ne pas pouvoir être avec vous aujourd'hui. Je vous présente évidemment avec beaucoup de sincérité et en retour mes meilleurs voeux pour l'année à venir qui, je l'espère, sera couronnée de succès pour vous tous. Je sais combien l'Association nationale des pôles territoriaux et des pays œuvre partout en France pour faciliter le partage d'expériences et les bonnes pratiques entre nos territoires, et ô combien vous les accompagnez dans leurs projets de territoire. Ensemble, avec d'autres acteurs, nous avons beaucoup travaillé depuis 6 mois pour imaginer les suites des politiques publiques en faveur de la ruralité dans notre pays. Nous en tirons de très nombreuses et très belles propositions que je vais partager
avec les participants de ce travail d'ici la fin du mois de janvier. Ces propositions répondront à des problématiques concrètes qui ont du sens pour les Français qui vivent dans ces territoires. La mobilité, la santé, l'égalité des chances. Ce dont nous sommes convaincus, c'est que pour la suite, nous n'avons pas besoin de beaucoup de petites mesures. Nous avons besoin de mesures fortes qui parlent à nos concitoyens et qui leur facilitent grandement la vie. Encore une fois, je vous souhaite une belle et heureuse année 2023 à tous. Je vous remercie pour votre engagement et je vous dis à très vite. Pardon. Pardon. Est-ce que tout le monde a bien entendu? On vous fera suivre le lien, bien évidemment. Et merci encore d'être resté avec nous un peu plus tard. Et Josiane, je te laisse le mot de la fin. Merci encore à tous. Eh bien, écoute, je vais être assez rapide compte tenu que nous avons largement dépassé le temps que nous avions imaginé. Je voulais à nouveau vous remercier toutes et tous très chaleureusement d'avoir participé à cette soirée de vœux. Une nouvelle fois, bonne année pour vous et pour les territoires. C'est une priorité pour nous, ce développement local. Nous y sommes tous très attachés et vous avez entendu que 2023 sera l'année de nombreux enjeux. Nous avons, je crois que Michael n'en a pas fait état, mais je voulais vous le redire, nous avons décidé de faire une petite vidéo de présentation du pays parce que trop souvent, nous avons constaté qu'il fallait rappeler que les pays existaient et quelles étaient vraiment leur fonction, leur rôle. Donc, cette petite vidéo de présentation, sous un format un peu ludique, sera de nature à rappeler effectivement ce que nous faisons, pourquoi nous le faisons et comment ça se construit. Et puis, vous l'avez entendu, nous allons reprendre les commissions, ces 5 commissions qui avaient fait l'objet d'un rendu aux derniers États généraux à Dijon il y a maintenant 2 ans. Je trouve que les échanges avaient été très riches et notre souhait commun avait été de remettre en œuvre ces commissions. Et puis, bien évidemment, les opportunités que sont le contrat de réussite et de transition écologique et le fonds vert dont nous allons nous saisir et ce Vademecum sur lequel nous allons travailler concernant les coopérations auxquelles je crois beaucoup, que ce soit urbain, rural, public, privé ou autre, parce que nous ne réussirons pas tout seuls et que nous devons travailler ensemble. On voit que le ruissellement n'est pas une évidence, loin de là, et la réciprocité n'est pas non plus toujours une évidence. Donc, il faut essayer de l'encourager, de l'inciter. Et je pense que le Vademecum que nous allons publier à ce sujet sera riche d'enseignements pour aller dans ce sens. Je voudrais remercier Sébastien Bourdin, enseignant-chercheur qui nous a fait état de ces différentes réflexions sur des thématiques qui nous sont chères. Les réponses des uns et des autres, les interventions ont été nombreuses, mais je sais qu'au regard des sujets qu'il a évoqués, qui sont votre quotidien, eh bien, le débat aurait pu être nourri pendant beaucoup, beaucoup plus longtemps. En tout cas, merci beaucoup à vous d'être venus intervenir dans notre soirée des vœux. Et puis, une nouvelle fois, merci à toute l'équipe de la NPP pour toutes les actions conduites en 2022 et pour toutes celles qui seront conduites en 2023. Je vous rappelle la date très importante et si vous voulez bien la noter dans vos agendas, les dates du 11 et 12 décembre 2023 pour les États généraux donc de la NPP qui auront lieu à La Rochelle. Bonne fin de soirée à tous et au plaisir de vous revoir très bientôt. Merci beaucoup.